Depuis des millénaires, on vit avec cette idée qu'on aurait une âme, une sorte d'étincelle, quelque chose d'immatériel qui piloterait notre corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand la science aujourd'hui peut littéralement voir cette idée se fissurer? C'est exactement ça qu'on explore, la confrontation directe entre le concept d'âme et les neurosciences. Et tout part de cette question. Une question assez troublante en fait. Un cerveau qui a subi des dommages, il peut continuer de fonctionner, le corps est en vie, biologiquement parlant, mais la personne qu'on a connue, avec son caractère, ses souvenirs, ses blagues, est-ce qu'elle est encore là? C'est cette interrogation qui va être notre fil rouge. Bon, pour bien saisir le choc des nouvelles découvertes, il faut d'abord se rappeler de l'idée qu'elles sont en train de bousculer. C'est la vision traditionnelle, celle du fameux fantôme dans la machine, une idée qui a profondément forgé notre manière de voir le monde pendant des siècles. Ce concept, il a un nom, c'est le dualisme de substance. C'est le philosophe Descartes qui l'a vraiment popularisé. L'idée est simple, il y a une séparation totale. D'un côté, on a le corps, qui est une machine, une mécanique de chair et d'os, et de l'autre, on a l'esprit, l'âme, une entité qui, elle, n'est pas matérielle. Deux mondes qui cohabitent, mais qui sont de nature complètement différente. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Une entité qui vient de l'extérieur pour habiter le corps, un peu comme un pilote dans son vaisseau. C'est vraiment l'image du fantôme dans la machine. La question c'est, est-ce que cette image peut encore tenir debout face aux preuves scientifiques d'aujourd'hui? Et c'est là précisément que la théorie du dualisme se heurte à un mur bien réel, bien physique. Parce que les preuves, elles ne viennent pas de la philosophie, non. Elles viennent de cas cliniques, de patients bien réels. C'est le cerveau lui-même qui va nous raconter une histoire complètement différente. On va commencer par un cas d'école, un cas que certains connaissent sûrement déjà, celui de Phineas Gage. C'est sans doute l'un des exemples historiques les plus saisissants d'une lésion cérébrale qui a transformé un homme du tout au tout. Et là, le changement, il est radical. L'homme fiable, travailleur, respecté, a tout simplement disparu. À la place, on trouve un individu impulsif, grossier, incapable de faire des projets ou même de ressentir de l'empathie pour les autres. Le verdict de ses amis était sans appel. Il disait « ce n'est plus Gage ». Pour la première fois, on avait un lien de cause à effet direct, indiscutable, entre un dégât physique dans le cerveau et l'effondrement de ce qu'on appelle la personnalité, le moi. Et bien sûr, le cas de Phineas Gage, ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, avec des décennies de neurologie, d'imagerie cérébrale, on a accumulé une véritable montagne de preuves. Et elles pointent toutes dans la même direction. Ce qui est absolument fascinant, c'est la précision chirurgicale de ces liens. Une lésion ici, dans le cortex orbitofrontal, et paf, le sens moral et les remords s'envolent. Une petite zone touchée là, dans le cortex préfrontal dorsolatéral, et c'est la volonté, l'initiative qui disparaît. On peut littéralement dessiner une carte des piliers de ce qu'on appelait l'âme directement sur le tissu cérébral. Et ça nous amène à une contradiction qui est juste fondamentale. Si l'âme est vraiment cette chose intouchable, immatérielle, comment est-ce qu'un bout de métal, un accident vasculaire, un caillot de sang peut la briser, la transformer, voire la détruire? Les faits rendent la logique du dualisme très très difficile à défendre. Face à cette contradiction, il faut bien trouver un autre modèle, une autre façon de voir les choses. Un cadre qui ne sépare plus le corps et l'esprit, mais qui au contraire les réunit. Et pour ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître, on va se tourner vers un philosophe qui écrivait au XVIIe siècle. Voilà la confrontation. D'un côté, Descartes et son dualisme, deux choses séparées. De l'autre, Spinoza et son monisme qui dit non, il n'y a qu'une seule substance, une seule et même réalité. L'esprit et le corps, ce sont juste deux manières de regarder cette même réalité. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Dans cette vision, la vision moniste, l'esprit n'est plus un genre de passager clandestin dans le corps. Il est le produit même du corps. Il émerge de l'organisation incroyablement complexe de notre biologie. Pensez à la musique qui émerge d'un orchestre. La musique n'est pas dans les instruments, elle est ce que les instruments font ensemble. C'est la même idée. Et c'est là que l'histoire devient juste incroyable. Une idée philosophique qui a plus de 300 ans, qui semblait totalement abstraite, se retrouve validée par les technologies les plus modernes, par les scanners cérébraux du XXIe siècle. C'est une convergence assez stupéfiante entre la philosophie et la science. Alors, ok, si on laisse tomber le fantôme dans la machine pour adopter cette vision unifiée, qu'est-ce que devient l'âme? Comment est-ce qu'on peut redéfinir ce que nous sommes au fond? On peut voir ce changement de perspective en 3 temps. D'abord, on abandonne l'idée d'un locataire immatériel. Ensuite, on comprend que ce qu'on appelle l'âme est en fait une propriété qui émerge de la complexité du corps. Et enfin, on la voit comme une fonction, une activité, quelque chose que le corps fait. Il y a une autre phase, tirée des sources, qui capture cette nouvelle vision de manière brillante. L'esprit n'est pas un visiteur venu d'ailleurs, c'est une expression fonctionnelle de la matière vivante. C'est ce que notre biologie, notre cerveau, produit.
Le point central, c'est donc un changement de nature. L'âme n'est plus une chose, mais une architecture. C'est l'organisation, la structure incroyablement complexe de notre matière qui lui donne la capacité de produire la pensée, le désir, la mémoire, la peur, l'amour, bref, tout ce qui constitue notre vie intérieure. Et là, on boucle la boucle. On comprend enfin pourquoi une lésion physique a des effets psychologiques si profonds. Quand un cerveau est endommagé, ce n'est pas une entité immatérielle qui est touchée par ricochet, non. C'est l'agencement matériel lui-même, c'est l'architecture qui est directement blessée. L'âme, dans ce nouveau modèle, peut être physiquement abîmée. La conclusion des sources est donc sans appel. Le fantôme s'est évaporé. L'âme, telle qu'on nous l'a racontée pendant des siècles, n'existe pas. C'est une affirmation qui nous force à tout remettre en question. La vie, la mort, et ce que ça signifie vraiment d'être une personne. Une pensée sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter.